Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans votre espace économique sur Canal Algérie. Ce soir, nous allons vous parler d'intelligence artificielle. Elle est présente dans notre quotidien, elle rythme notre vie depuis des années. Mais ces dernières années, elle devient de plus en plus indispensable dans presque tous les secteurs, la santé, l'industrie. Aucun secteur ne peut se passer de logiciels de plus en plus performants qui font appel justement à des algorithmes aussi de plus en plus performants, capables de faire des opérations, des calculs extrêmement rapides afin de prendre des décisions rapides aussi, mais également de rendre un certain nombre de produits de plus en plus performants. Dans cette émission, nous allons voir aussi comment notre économie pourrait intégrer davantage l'intelligence artificielle dans sa stratégie de développement. Mais à la fin de cette émission, nous allons vous parler d'un logiciel qui fait de plus en plus parler de lui, ChatGPT, une intelligence artificielle capable de tenir la conversation avec vous et de répondre à toutes vos questions, ou presque, avec une nouvelle version améliorée de plus en plus performante qui pose question et qui commence à inquiéter. Pour en parler, j'ai le plaisir ce soir de recevoir Taoufir Belaïd. Vous êtes conseiller du recteur de l'USTHB. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous nous diriez comment, dans un instant, vous comptez adapter les programmes de l'université pour qu'ils soient en adéquation avec les besoins du marché algérien. Saïd Babassi, vous êtes directeur général d'Hôtel Talok, cofondateur de Inkidia, une plateforme de e-learning, président du club d'excellence opérationnelle d'Algérie. Vous êtes un fervent défenseur de l'open innovation en Algérie. Nous évoquerons avec vous les besoins immédiats de nos entreprises en matière d'intelligence artificielle. À partir d'Oran, nous recevons Jalal Nizar Adnani. Vous êtes enseignant en marketing à l'université d'Oran 2 et cofondateur de Makers Lab. Makers Lab qui est un incubateur et un accélérateur de start-up qui fait parler de lui à Oran grâce à des programmes originaux. Merci à tous les trois de participer à cette émission que nous avons choisi d'intituler « Comment intégrer davantage l'intelligence artificielle dans notre économie ?» Nous allons commencer avec cette question toute simple, mais qui taraude encore l'esprit. L'intelligence artificielle, c'est quoi exactement? Est-ce c'est futuriste ou alors c'est quelque chose qui rythme notre quotidien? Nous allons commencer avec vous, vous qui êtes enseignant et vous côtoyez tous les jours les étudiants qui s'intéressent davantage à l'intelligence artificielle et c'est à ses performances. Taoufir Belaïd, comment vous pouvez définir en une minute l'intelligence artificielle? Alors, déjà pour définir l'intelligence artificielle, il faudra commencer par définir l'intelligence humaine. Disons que ça se résume à une prise de décision. L'outil informatique est tellement performant, il y a assez de données, il a assez de retours d'expérience pour pouvoir prendre la bonne décision. Disons que par rapport à un être humain qui prend la décision puis juge par rapport au résultat. C'est pour ça qu'on trouve parfois l'outil intelligence artificielle qui prend les bonnes décisions, disons, au bon moment relativement à quelqu'un, à l'être humain, si on lui demande, puisqu'il acquiert plusieurs expériences. Disons que c'est plusieurs logiciels d'aide à la décision et de bases de données qui nous donnent à la fin ce qu'on appelle des programmes basés sur l'intelligence artificielle. Saïd Babassi, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui fait forcément peur? Parce que lorsqu'on évoque l'intelligence artificielle, il y a forcément cet imaginaire qui se met en place. Les robots vont remplacer les êtres humains et les êtres humains vont perdre leurs emplois. Effectivement, nous avons l'impression que nous rentrons pile poil dans un film de science-fiction, en fait, aujourd'hui. Alors que c'est des concepts qui existent depuis maintenant plus de 50 ans déjà, et ils sont développés de manière progressive dans le temps. C'est grâce en fait à l'avènement du cloud computing et la puissance de calcul qui est un peu phénoménale aujourd'hui, que les algorithmes, que les programmes informatiques, mis bout à bout, qui coordonnent entre eux certains calculs, comme les traitements d'image, traitements de son, traitement de la voix par exemple, traitement de données diverses et variées, ça fait que tout ça, mis bout à bout, ça permet de gérer la complexité qui est le propre de l'intelligence justement humaine. Et donc ça donne l'impression
que nous sommes face à quelque chose d'extraordinaire qui va nous dépasser. Mais en fait, une IA, c'est un programme informatique très complexe, performant, mais qui restera toujours de l'ordre du calcul. Voilà. Nizar Adnani Janel, vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes enseignant à l'université d'Oran 2, vous êtes enseignant en marketing et vous êtes cofondateur aussi de Makers Lab. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui aussi, c'est votre expertise et votre expérience internationale, puisque vous accompagnez des entreprises, qu'elles soient algériennes ou étrangères, dans des grands salons. Et vous avez fait le dernier salon CES, qui est le plus grand salon au monde de Las Vegas. Alors parlez-nous des intérêts, mais aussi des dernières tendances en matière d'intelligence artificielle, Nizar. Très bien, merci. Alors, j'allais repartir sur la petite définition parce je pense qu'elle est importante. Ce qui fait, je vais la ramener vers la deuxième question qui est reliée à la peur de cette intelligence artificielle. En fait, c'est un algorithme, c'est un programme qui arrive justement à nous comprendre. Ça, c'est ce qui fait peur. Généralement, quand on voit d'autres logiciels, on ne prête pas forcément attention à la complexité de la chose ou la difficulté, mais cet outil-là, ce phénomène, nous comprend. Il nous comprend quand on parle, il comprend quand on écrit, et c'est ce qui fait que ça fait un petit peu peur de se dire « Ah, tiens, maintenant, même mon téléphone m'écoute et comprend et peut exécuter ce que je demande de bien et ce que je pourrais demander de mauvais. » Donc la tendance, elle est là. Moi, ça me rappelle un petit peu l'histoire de la mondialisation. On est dedans, là. L'intelligence artificielle, on est dedans. Et l'idée, en fait, c'est de se dire comment on va pouvoir justement utiliser cette intelligence, cet outil, parce que ça reste toujours de l'ordre de l'outil. Comment on va utiliser cet outil-là pour être performant, et pour être très 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 productif. C'est la chose, elle est là. Donc comment on va pouvoir l'exploiter? Et je reste sur ce point-là parce que la tendance, elle y est. Tout le monde l'utilise. Et est-ce qu'on l'utilise nous comme il se doit ou pas encore? Très bien, et nous allons revenir sur cette question qui est très importante, qui est au centre du débat. Mais nous allons d'ores et déjà poser une question qui taraude beaucoup d'esprit. Monsieur Toufir Belaïd, vous êtes conseiller du recteur de l'USTHB. Je ne me trompe pas quand je dis que c'est la plus grande université d'Algérie. Alors, vous formez des ingénieurs qui sont performants et qui en rapidement trouvent des emplois, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. Mais il y a une question qui se pose, la connexion qui est faite entre le programme de l'université et le marché de l'emploi. Parfois, nous avons, et nous allons entendre M. Babassi dans un instant, pour nous dire est-ce que c'est toujours en adéquation ou pas? Alors, disons qu'à l'USTHB, pour ne pas sortir trop de l'IA aussi, l'Université de sciences et technologies a commencé à former des masters depuis 2008 en intelligence artificielle. Comme matière, elle a été enseignée depuis les années 90, l'Institut d'informatique à l'époque. Et actuellement, disons qu'en termes d'employabilité, nos diplômés sont vendables. Voilà. Donc, par rapport au marché de l'emploi, comment on peut intégrer les différentes matières ou les différentes formations par rapport à la formation professionnelle ou par rapport à la formation et au marché de l'emploi. Disons que dans les différentes spécialités que nous avons, il ne faut pas perdre de vue que c'est 9 facultés avec presque 500 masters et 60 000 étudiants chaque année que nous avons nous avons des diplômés. Je ne dirais pas qu'ils trouvent facilement de l'emploi, mais côté informatique, électronique, il y a ça va. Disons que la plupart d'entre eux arrivent à s'intégrer facilement. C'est grâce au tissu industriel, grâce aux gens qui les prennent. Disons que la plupart, il y a pas mal de partenaires économiques qui adoptent nos stagiaires, ils les prennent dans un stage. Maintenant, c'est à l'étudiant de prouver, c'est au futur diplômé de prouver ses capacités, ses compétences pour être recruté dans des boîtes. Sinon, il y a, avec l'arrêté 1275 du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui parle de start-up, création de start-up, un diplôme, un brevet ou un diplôme, une start-up,
beaucoup d'étudiants, disons qu'environ 400 projets start-upables sont à l'USTHP actuellement. C'est un chiffre assez conséquent relativement aux autres. Saïd Babachi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche, vous qui recrutez aussi sur le terrain? Et je le rappelais, vous êtes un fervent défenseur de l'Open Innovation en Algérie avec beaucoup d'expérience sur le terrain, que ce soit en Algérie ou à l'étranger. En fait, d'abord, je te rappelais que je suis aussi un ancien de BEPSOA, de STHB, et j'ai fait en fait l'option de contrôle des processus à l'époque. Et quand j'ai eu mon diplôme, en sortant avec ma promotion, on n'avait pas en fait d'emploi qui était face à cette discipline qui était extrêmement importante à l'époque. Contrôle des processus, c'est l'automatisation, c'est la robotique. Plutôt, il y avait des postes en termes de maintenanciers ou techniciens. Ce qui fait que la plupart d'entre nous sont partis, je suis revenu, d'autres sont restés, etc. Et donc, c'est le même problème, je pense, que nous vivons aujourd'hui. Effectivement, depuis 2008, nous avons constaté qu'il y a de nouvelles options, etc. Mais à l'époque, en 2008, 2009, 2010, il n'y avait pas encore de job à offrir, en fait, pour ces gens-là. Donc, soit ils sont partis aujourd'hui, soit s'ils sont restés, ils ont fait autre chose. Donc, il y a une déperdition. À chaque fois, je pense que nous allons aborder ça. Il est important d'avoir une cohérence globale quand on élabore une stratégie comme celle-ci, afin de ne pas faire beaucoup d'efforts et ne pas récolter finalement les résultats derrière escomptés. Donc c'est pour ça que oui, il y a des efforts qui sont faits de manière locale, mais on n'arrive pas à atteindre l'optimum global qui est si cher pour tout ce qui est algorithme d'apprentissage, par exemple. Djelal Nizarani, je vous laisse commenter, puisque vous êtes aussi enseignant, et vous nous dire comment ça se passe avec vos étudiants. Mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question, puisque vous avez la double casquette, vous êtes cofondateur aussi de Makers Lab. Et la dernière fois que j'ai discuté avec vous, vous m'avez dit que les startups que vous incubez ont parfois du mal à recruter et trouver les profils recherchés. Très bien. Donc, excellente question d'ailleurs, qui me taraude tout le temps d'ailleurs. Et en effet, le recrutement des talents par les startups, parce que là, il faudrait qu'on se le dise franchement, l'écosystème startup est naissant en Algérie. Et il y a là tous les efforts qui sont en train d'être faits, que ce soit par le ministère des startups ou le ministère de l'enseignement supérieur, parce que je me permets de parler des deux, puisque j'ai une double casquette par rapport à ça. Et tous les efforts qui sont en train de faire, c'est justement l'objectif, c'est justement de retrouver des talents. On parle de talents actuellement. Moi, je suis enseignant, donc j'encourage les gens à faire des études et à avancer et tout. Mais moi, je suis beaucoup plus dans les sciences sociales, sciences éco, sciences de gestion, sciences commerciales. Donc, la touche technique, informatique, on va dire, elle est pas extrêmement présente, et dans ce cas-là, je leur dis, il faut aller se documenter, il y a beaucoup d'informations, vous pouvez apprendre facilement avec tous les outils qui existent, notamment actuellement l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que la recherche des talents, elle va se faire sentir de plus en plus rapidement dans la mesure où tous les efforts qui ont été faits par les deux ministères on commence à redonner de l'espoir. Je m'explique. Là, maintenant, on peut créer une start-up. Il y a 3-4 ans, c'était un petit peu compliqué de penser quel écosystème, comment je peux réussir. J'ai une idée, mais il faudrait aller ailleurs. Là, maintenant, on peut se permettre de dire que les projets peuvent se construire ici, au niveau de l'Algérie. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il va y avoir certainement un besoin, parce que les start-up vont vouloir grandir, et pour grandir, ils vont devoir trouver des talents que forme l'université, bien sûr, mais qu'on peut retrouver aussi ailleurs, en dehors de l'université. Oui, je vais te faire. Juste par rapport aux différentes universités. Moi, j'ai fait mes études à l'USTHB. Il y avait un enseignant que je citerai toujours qui nous disait qu'à l'université, on vous apprend à lire un livre. Et mes étudiants, ils me posent les questions, est-ce que je serai opérationnel dès que j'ai mon diplôme? Donc c'est pareil, si vous avez votre permis de conduire, vous ne savez pas conduire, mais vous avez le droit de conduire. C'est la même chose avec un diplôme. Alors, vous allez réussir. L'université vous délivre un diplôme, mais il vous faut une petite période d'adaptation, et cela dépend des capacités des étudiants. Chacun, il y a des gens qui deviennent opérationnels et productifs et rentables pour l'employeur au bout de 6 mois, 1 année, d'autres un peu plus. Et c'est
c'est de bonne guerre, si j'ose dire. Mais en même temps, Tawfir Blade, est-ce que c'est pas aussi, moi je comprends très bien ce que vous dites, mais est-ce que c'est pas aussi, et je vous pose la même question dans un instant, Monsieur Babassi, c'est pas aussi le rôle de l'université d'être à la pointe de la veille pour prévoir justement, comme disait Adnani à l'instant, les emplois que nous allons rechercher dans un petit moment, avec toutes les créations des startups qui se font, les micro-entreprises. Est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de l'université de se préparer au marché de demain ? Disons qu'à l'université, il y a deux types de formations. On fait des formations harmonisées, type académique, et d'autres formations professionnelles. Les formations professionnelles, ça c'est dans tout le système LMD, toute formation professionnalisante, que ce soit licence ou master, 50% de son programme, c'est des stages en entreprise. Donc, et il y a à la signature du cahier des charges ou à la soumission du cahier des charges aux autorités compétentes, on est dans l'obligation d'avoir des partenaires entreprises. Disons qu'à l'USTHB, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je peux vous dire que plus de 20% des offres de formation de licence sont des formations professionnalisantes. Donc, les gens qui suivent ces formations, c'est des formations de licence. La plupart, ce sont des formations de licence et les étudiants évitent généralement de faire le cycle court, c'est de faire la licence. Ils aiment bien faire les 5 années, donc, et quelque chose d'académique qui va leur permettre de suivre des études, malheureusement, à l'étranger. Voilà, parce que disons que les objectifs des institutions et le réflexe, je le dis, des étudiants actuels, c'est ne cadre pas. Je vais vous poser à tous les trois dans un instant cette question qui est très importante aujourd'hui sur comment récupérer nos ingénieurs ou alors créer des partenariats stratégiques pour développer tout un secteur, et on parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Monsieur Babassi, vous voulez réagir ? En fait, si on devait réagir par rapport à la rétention en fait, des compétences ou des nouveaux diplômés, c'est un problème qui se pose toujours. C'est un vrai problème aujourd'hui, et un problème crucial. Il atteint, je pense, son apogée, puisqu'aujourd'hui, un informaticien, par exemple, pourrait coûter jusqu'à $500 000 durant tout son cursus du primaire à l'université, et puis il a la liberté de partir, ce qui est normal, et de ne pas en fait... ce n'est pas le cas dans certains pays. Hein. Oui, justement, et je pense que si nous pouvons en fait peut-être titiller encore le sujet aujourd'hui, dire il faut vraiment faire quelque chose, parce que nous courons un véritable danger. Quand quelqu'un part en stage avant même qu'il termine son année, sa 5e année de stage à l'étranger, je pense que c'est problématique. Alors que ces mêmes pays-là, en fait, ont des problèmes justement de ressources. Ils viennent facilement, en fait, se ressourcer chez nous. C'est pas mon expression. Alors que nous sommes en difficulté. Dans une économie qui se cherche et qui veut devancer son retard pour ne pas rattraper son retard, on a besoin d'une vraie stratégie ressources humaines. Donc, et après, on pourrait débattre de beaucoup de choses, mais l'intérêt individuel, ça fait partie de la liberté des personnes, mais l'intérêt de l'État, d'une nation, je pense qu'il est, en tout cas pour moi, au-dessus de tout. Donc il faut avoir une véritable stratégie par rapport à ça. Et donc, un des axes les plus marquants que tout le monde sait, tout le monde connaît la solution, il faut être capable de proposer du rêve à ces nouveaux diplômés. Il faut qu'ils puissent s'épanouir en faisant des projets qui vont les faire toucher à tous les aspects très avancés, même si c'est des projets qui vont rester dans un laboratoire, mais des projets pratiques. Donc, en fait, se challenger l'ensemble de l'écosystème, c'est une des façons en fait, de créer finalement l'appartenance à quelque chose d'assez fort. Jalal Nizar Adnani, vous qui accompagnez aussi un certain nombre d'entreprises à l'étranger, algériennes et étrangères, dans des salons, je vous le disais tout à l'heure, pour faire de la veille, vous rencontrez aussi beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de compétences algériennes qui ont parfois envie aussi de développer des projets en Algérie. Quel est le ressenti et selon votre expérience, comment on peut les stimuler pour construire quelque chose avec l'Algérie ?
Très bien. Alors, je rencontre très souvent des Algériens qui vivent ailleurs et qui ne cachent pas le fait de vouloir revenir et faire quelque chose. Ça, c'est un constat indéniable depuis pratiquement une année. Ils demandent, mais aussi ils demandent beaucoup de talents. Est-ce qu'il y a des talents dans l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des gens, de jeunes diplômés qui travaillent sur tel ou tel, pas forcément que de l'intelligence artificielle, mais tous les domaines techniques, et ils sont intéressés, ne serait-ce que pour avoir, on va dire, ils ont leur business ou leur projet déjà à l'étranger, et ils veulent aussi investir et revenir, mais sachant pas très bien comment ça évolue, parce que ça évolue très vite, et je vous le dis, c'est pas mon constat personnel, ça c'est leur constat, ça leur paraît un petit peu compliqué de voir l'environnement, l'écosystème start-up bénéficier de certains avantages et qui ne sont pas forcément, qui peuvent pas donner leurs fruits très très rapidement. Soyons logiques, il faudrait quelques années pour que ça soit très stable et pour que ça soit attrayant. Mais ce qui est sûr, c'est que ces jeunes étudiants qui ont quitté l'Algérie il y a quelques années espèrent revenir. Et je pense que c'est ça. Le travail doit se faire ici. Et puis, je pense que l'Algérie a le droit d'avoir le choix. Je m'explique. Il y a des talents qui sont ailleurs. Et peut-être pas, il faudrait peut-être laisser les gens partir, mais avoir le choix de dire si celui qui revient, celui qui ne revient pas. Quelque part. C'est juste de dire que nous, on veut avoir les élites, ceux qui ont fait leurs preuves, et là, pour accompagner cet écosystème-là qui doit être fort. Je pense que ce n'est pas une barrière à l'entrée non plus. C'est pas une barrière à l'entrée, mais juste se dire que ceux qui ont fait leurs preuves et ils veulent revenir, ils peuvent revenir, les autres peuvent revenir aussi, mais on aura peut-être plus de chance pour ceux qui ont la hargne de se battre et de former les Algériens ici, de revenir, de donner de leurs âmes, parce qu'à un moment donné, ils sont partis parce qu'ils manquaient d'espoir, et là, ils peuvent contribuer à le construire. C'est ma façon de voir la chose. Elle est peut-être un petit peu dure, mais je pense qu'il faudrait justement laisser les gens partir, voir qu'ailleurs, ce n'est pas forcément meilleur, et que peut-être tout est à construire ici, en Algérie et en Afrique de manière générale. Monsieur Babassi, quelles sont les priorités aujourd'hui pour... revient à notre sujet principal, pour intégrer davantage l'intelligence artificielle dans nos entreprises, pour expliquer que l'intelligence artificielle, ce n'est pas forcément la destruction de l'emploi, c'est une destruction créatrice qui crée aussi des centaines de milliers d'emplois. Très bonne question. Alors, bizarrement, de mon parcours, en fait, de consultants, je rencontre beaucoup de responsables d'entreprises qui n'ont pas peur finalement de l'IA, plutôt ils sont dans la perspective de se dire comment elle pourrait m'aider. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose, effectivement. Comment l'IA aujourd'hui pourrait nous aider? Moi, déjà, elle m'aide beaucoup. Hein. Et déjà, on peut gagner du temps, tout simplement. Quand on connaît un peu son domaine, on gagne du temps en se faisant aider par une IA pour différentes questions. Et donc, l'entreprise peut aussi bénéficier de cela. Aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs de logiciels, comme les ERP, par exemple, ce sont des logiciels qui aident à la gestion de l'entreprise et de la performance, intègrent aujourd'hui de l'IA pour justement gagner du temps. L'IA, par exemple, pour prévoir, par exemple, les tendances du marché ou orienter comment l'équipe marketing va devoir faire sa campagne marketing. À la limite, la tendance de mon chiffre d'affaires, etc., comment je dois réagir face à certains indicateurs, ça va être d'un renfort excellent. Donc, première étape, c'est d'abord, je pense qu'il y aura besoin de faire de la vulgarisation de l'IA à différentes chefs d'entreprise, et j'espère très très vite à nos politiques, à nos responsables et différents décideurs, qui puissent comprendre déjà le point fort de l'IA. Après, des questions comme d'éthique, par exemple, à l'université, déjà ça fait tabac, en fait, voilà, parce qu'on peut tricher aujourd'hui, on peut fabriquer du contenu, etc. Nous allons parler de ça en dernière partie de cette émission. Ça marche. Donc, une des premières choses, c'est de se dire et de partager l'idée que l'IA va nous aider à gagner du temps. Elle va avoir un rôle important dans la performance. Ça, je l'ai déjà testé depuis maintenant 3-4 mois. C'est juste impressionnant, effectivement. Quand on sait ce qu'on fait, je le répète, c'est un booster. Donc, il n'y a pas, de ce point de vue-là, il n'y a pas à avoir peur de ça. Il n'y a pas de souci avec ça. Deuxième élément,
il faut que nos développements, tout ce qui est en fait comme l'IA, c'est basé sur le software. Donc toutes les façons de faire, tous les projets informatiques liés à l'entreprise et à la performance intègrent de l'IA, mais de manière un peu proactive, intelligente, collaborative. Pour que nous puissions vraiment être au minimum sur les mêmes rails, pour ne pas dire en retard, et être capable d'aller faire des choses un peu plus locales, hein, custom par rapport à nos besoins locaux. Monsieur Blade, Monsieur Bobassi nous expliquait à quel point c'est important d'intégrer l'intelligence artificielle dans nos mindsets d'abord, mais aussi dans notre process de fabrication, de management des entreprises. Et il a rappelé une chose très importante, c'est l'IA, c'est d'abord du software, c'est l'informatique. Nous avons aujourd'hui une école qui est spécialisée justement dans l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une manière aussi de prendre le train en marche en tant que politique d'abord à la fac et en tant que politique d'État? Alors, disons que pour l'école d'intelligence artificielle qui a été créée en 2021, c'est tout récent. 2022, tout récent, elle rassemble l'élite ou la crème de nos bacheliers. Disons, la condition est simple, il faut avoir plus de 18 de moyenne pour y accéder. Et en général, le taux de réussite avoisine les 100% par rapport aux étudiants. Ce sont des étudiants très compétents, même le choix, disons que les enseignants, ce sont des spécialistes. Il y a eu un petit classement pour choisir les enseignants qui devaient intervenir là-dessus. C'est sur la base de plusieurs recommandations. Et point de vue pédagogique, nous avons reçu une instruction du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Badali, qui a demandé à intégrer l'intelligence artificielle dans les nouvelles offres de formation. Toute offre de formation devait le faire. Disons que nous, côté technologie, même côté sciences, dans physique, les masters, la plupart, on avait déjà cette matière, donc avec, on n'aura pas beaucoup d'efforts à fournir. C'est par rapport à les matières, des disciplines qui sont un petit peu lointaines de l'outil informatique, qui vont un petit peu avoir un peu de mal à intégrer tout ça. Mais c'est jouable et c'est faisable, vu que toutes les formations actuellement, si on fait un petit quelque chose, à l'Université des sciences technologies ou à l'Hippomédienne, la plupart font algorithmique, la plupart font, pour toutes les formations, on fait de l'informatique, on fait de l'algorithmique, de la programmation. Spécialité génie électrique, informatique, là, il n'y a pas photo. C'est des programmateurs, ce sont des gens qui maîtrisent actuellement l'intelligence artificielle. Pour les autres disciplines, il faudra l'adapter à la discipline elle-même. Disons que actuellement, je me répète, c'est la plupart des spécialités qu'offre l'USTHB intègrent déjà l'intelligence artificielle dans leur programme. Très bien. Je vous pose cette question avant de passer à la dernière partie de cette émission. Jalal Nizar Adnani, vous avez entendu le conseiller du recteur de l'USTHB. Pour lui, écoutez, l'intelligence artificielle ou la programmation, elle fera partie pratiquement pas de tous les programmes, mais de beaucoup de programmes. Vous avez rappelé tout à l'heure à quel point il était important de s'auto-former sur Internet à travers les nouveaux outils. Est-ce que ça deviendra, selon vous, une obligation dans les prochaines années, surtout pour toutes les entreprises qui sont en train de naître, qu'elles soient start-up, qu'elles soient petites et moyennes entreprises? Alors la réponse, pour moi, je pense que oui. Oui, d'un point de vue d'avantage concurrentiel ou de pouvoir, ça sera plus possible de pouvoir. Là, on parle d'intelligence hybride. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est utiliser l'intelligence artificielle pour se rendre plus intelligent en quelque sorte. Et puis là, si on parle de concurrence et d'entreprise, d'économie, on est directement sur l'avantage concurrentiel. C'est celui qui va utiliser le premier l'intelligence artificielle et qui va bien sûr l'utiliser dans le bon sens. Il y a on n'est pas forcément obligé de développer nous-mêmes nos programmes pour l'instant, parce que les programmes existent et les outils existent. Donc il suffit juste
de les intégrer dans sa culture d'entreprise, dans son marketing, dans ses finances, là où il faut, pour pouvoir justement gagner du temps et aller de l'avant très 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 rapidement et du coup avoir cet avantage concurrentiel qui est indéniable sur la prise des décisions, sur la collecte des données, sur l'information et je reviens aussi sur la problématique du plagiat et de l'étudiant. L'étudiant, il va utiliser l'intelligence artificielle. Le problème, c'est nous, enfin c'est moi, je vais parler de moi-même, c'est le prof. Si j'arrive pas à comprendre et à prendre conscience que c'est un outil qui fait partie de cette ère technologique, c'est moi le problème. Il faudrait que je me mette à niveau, il faut que je sois conscient de ce qui se passe. Et puis c'est la même chose par rapport. Lui, l'étudiant, il est intelligent et il voudrait être plus intelligent, donc il va aller sur un. On va évoquer cette question dans un instant. Il va avoir envie d'être plus intelligent, plus rapide. Donc là, il faudrait qu'il soit au moins conscient que son enseignant peut être aussi intelligent que lui, et puis c'est tout. Si on parle de rapport. Hein. Oui, Monsieur Babassi, je vous fais réagir aussi. Et je vous pose cette question, est-ce que aujourd'hui il y a des entreprises algériennes qui se distinguent en matière d'intégration de AI dans son process de management ou autre? Je pense que pour l'instant, c'est un peu tôt de le dire. Peut-être à part certains logiciels déjà précédents qui contenaient une certaine forme d'intelligence, oui, et sont de facto déjà intégrés. Mais par exemple, on va dire maintenant, on peut le dire, l'ancêtre de l'IA, c'est ce qu'on appelle la BIA, c'est le système d'aide à décision, SIAD, qui existe depuis maintenant pas mal de temps, qui était déjà précurseur dans tout ce qui est en fait de la prédiction, etc., de comportement financier ou autre. Donc ça, déjà, ça existe. Justement, c'est une très bonne question parce que ces concepts-là de SIAD, système d'information d'aide à décision, sont déjà très, 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 très anciens. Mais à l'heure où, dans le monde, c'était déjà la révolution, chez nous, on était un peu à la traîne. Donc, les programmes de formation, les programmes d'accompagnement d'entreprise ont toujours été en décalage avec la technologie. Maintenant, l'IA est arrivée, ça fait un boom exponentiel. Et donc, on était à peine en train de se dire, tiens, on va s'embarquer dans des choses déjà sur lesquelles nous sommes en retard. Maintenant, il y a une fusée qui décolle et tout le monde s'accroche comme il peut. Donc, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais ce qui est certain, celui qui ne va pas s'y accrocher aujourd'hui, il sera vraiment en difficulté. Et vous en conviendrez, monsieur, l'une des manifestations et des émanations de l'intelligence artificielle aujourd'hui, grand public, c'est ce fameux logiciel ChatGPT, un logiciel, si vous ne le connaissez pas, il vous permet de tenir une conversation, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, il vous répond en l'espace de quelques secondes. Alors, toutes les réponses sont exactes, non, mais il y a déjà une version qui est très performante, qui est sortie il y a quelques semaines, et qui répond et qui a apporté un certain nombre de réponses qui sont étonnantes, qui permet justement des performances jamais égalées par une machine. On regarde ce reportage de Yasmine Messaoudi et on revient pour en parler. Lancé fin novembre dernier, ChatGPT, un nom qui s'est répandu comme une traînée de poudre en l'espace de quelques semaines. Si cette plateforme d'intelligence artificielle a fait autant parler d'elle, c'est parce qu'elle est capable en quelques secondes de tenir une conversation avec son utilisateur dans presque toutes les langues, rédiger une dissertation ou encore formuler des réponses détaillées sur de nombreux sujets. Une technologie que certaines entreprises mondiales ont déjà adoptée, mais qui n'est pas sans conséquences. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser nos vies, d'abord en tant que citoyen, mais aussi en tant qu'acteur économique. D'ailleurs, ChatGPT, qui est le logiciel issu de l'intelligence artificielle, va impacter durablement notre économie en détruisant près de 300 millions d'emplois. On pense notamment à des métiers comme l'enseignement, comme écrivain ou encore comme traducteur. Une technologie accessible à tous qui pourrait bouleverser également le secteur de l'éducation. Dans certains pays, ChatGPT a été interdit dans les écoles. Plusieurs enseignants considèrent ce logiciel d'intelligence artificielle comme une menace pour le processus d'apprentissage, tandis que d'autres essayent de s'adapter. Il faut absolument mettre en place un système de pare-feu, mais aussi un code de déontologie à même de contrôler et maîtriser l'intelligence artificielle. Car comme toute nouvelle technologie, elle peut être une véritable arme pour l'économie, mais elle peut être aussi destructrice pour l'humanité.
Une version plus puissante de ChatGPT a vu le jour le mois dernier. Une avancée significative dans le domaine de la technologie, mais qui génère toutefois de nombreuses interrogations. Voilà, pour ChatGPT, Tawfiq Belaïd, vous faites partie de quelle catégorie? Celle qui régule ou celle qui interdit à la CHB? Disons que pour les M2, c'est jouable. Si on est en fin de cycle, c'est jouable, mais à l'université, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai peur plutôt pour les moins jeunes. Disons que pour l'école primaire, CEM, si l'élève ne développe pas une capacité rédactionnelle, il ne développe pas une capacité de calcul. Déjà, moi personnellement, je vais m'engager personnellement, je suis contre l'utilisation de la calculatrice au primaire. D'ailleurs, je les ai enlevés pour mes enfants. Si vous en avez parlé tout à l'heure justement de ces logiciels d'aide à la décision, mais on n'en est plus dans un logiciel d'aide à la décision, on est dans un logiciel qui fait le travail à votre place. Oui, et c'est pour ça que je pense que moi je suis pour vraiment à bannir toute forme d'interdiction, parce que c'est même stupide, parce que finalement on revient en arrière, quoi. Ceux qui prenaient la technologie, les matheux, etc., les technologues, interdire ça veut rien dire. N'empêche que de grandes écoles et de grandes universités à travers le monde, notamment dans des pays qui nous dépassent peut-être en termes d'intelligence artificielle, interdisent. Oui, sauf que, effectivement, parce que je pense qu'ils sont happés par la chose, il faudra peut-être se remettre en cause déjà soi-même pour trouver d'autres solutions. Mais moi je dirais en fait, finalement, si quelqu'un utilise l'IA pour tricher, entre guillemets, in fine, dans le monde réel, il va finir par se confronter à la réalité. C'est de fournir un travail, c'est de présenter quelque chose, c'est d'être performant. Donc s'il ne l'est pas, ou si se greffe une IA dans son cerveau qui arrive à faire le travail, moi ça me va. Moi ça me va, ça me pose pas de problème, s'il est toujours performant. Mais en fait, il faut plutôt trouver des moyens, en fait, justement, pas de réguler, mais plutôt de trouver, en fait, une autre façon d'évaluer finalement les personnes que sur un mode standard. Si on reste sur un mode standard, oui, ça pose problème. Mais finalement, je pense qu'il faut absolument s'adapter. Parce qu'interdire, on sait très bien ce que ça veut dire, interdire. On a interdit à l'époque, on a interdit, par exemple, les peer-to-peer, en fait, les connexions machine à machine pour ne pas faire, en fait, transfert de vidéos, de films. On sait très bien ce que ça a donné. Interdire les accès distants, les VPN. En fait, il va y avoir des IA pour créer d'autres IA pour justement parer à ces... On n'arrête pas le progrès, voilà, tout absolument. Ce qui pouvait être fait a toujours été fait. Nizar Adnani, je vous laisse réagir à cette question et je vous pose une autre, toujours par rapport à ChatGPT. Il y a des logiciels aujourd'hui qui permettent de détecter les réponses de ChatGPT ou pas? Alors, je vais répondre par la deuxième question. Oui, il existe des outils qui peuvent nous permettre de savoir si ce travail a été fait à travers une intelligence artificielle ou pas. Bon, il y a eu des tests sur Google. Quand on fait une recherche, on peut trouver des blogs ou des rédactions, des éléments rédigés. Et juste sur la description, il y a eu, on a vu qu'il y avait ce texte a été rédigé par une intelligence artificielle, sans citer de marque bien sûr. Mais alors sur la partie, on va dire éthique, moi personnellement, je serais en fait, il y a des éléments qu'on doit, dans l'enseignement, tout le temps garder et être très, on va dire, très rigide par rapport à ça. C'est l'apprentissage de l'écriture, des maths de base. Ça, c'est très important dans un premier temps. J'imagine mal quelqu'un qui ne sait pas ni écrire, ni rédiger le moindre paragraphe, utiliser ChatGPT parce qu'il a besoin au moins de pouvoir bien s'exprimer et utiliser un certain langage pour l'instant qui est très basique, ce qu'on appelle le prompt. Il faudrait qu'il écrive des phrases pour que ChatGPT le comprenne. Alors s'il est déjà incapable de dire une phrase, ça va être compliqué. Donc pour moi, la base, c'est de maintenir la capacité à l'humain de s'exprimer, d'écrire bien sûr et de calculer, de faire les calculs simples de base et tout. Je suis comme M. Belaïd pour la calculatrice, primaire c'est un petit peu prématuré à mon sens, mais à un moment donné il faudrait qu'il sache que ces outils-là existent, que pour l'instant ils ne sont pas forcément utiles
Enfin, c'est très utile, oui, mais ce n'est pas forcément maintenant qu'il faut les utiliser et que ça viendra quand ils vont arriver à un certain niveau. Moi, j'aime bien la gamification en termes de pédagogie, donc il faudrait déjà atteindre un certain niveau pour pouvoir accéder à des outils nouveaux qui puissent rendre la vie plus facile pour l'étudiant de manière générale. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est d'apprendre à nos étudiants à faire de la restitution. Moi, j'autorise mes étudiants à utiliser de la recherche en cours même, Google, utiliser Google, ChatGPT ou ce qu'ils veulent, parce qu'il y en a tellement d'outils. Par contre, au moment de restituer ou de répondre, ils ne doivent pas regarder. Donc, à la limite, je les force un petit peu à mémoriser le minimum d'informations qui soient transmises aux étudiants. Et là, à mon sens, il y a un certain équilibre d'utilisation, au moins la capacité à développer ces soft skills, justement, de pouvoir communiquer et de restituer ce qui a été compris. Et là, je pense que c'est un compromis, c'est un bon compromis. Développer ces soft skills afin d'être prêt déjà pour répondre et pour communiquer. Monsieur Babassi, cette question aussi qui revient à chaque fois que nous parlons d'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT, est-ce qu'il faut avoir peur d'emploi aujourd'hui? Nous avons vu des études récentes ont montré que de grandes entreprises, notamment à la Silicon Valley, préparent des plans de licenciement de 25% de leurs employés. Est-ce que c'est de la destruction créatrice? Ou alors, est-ce qu'il faut vraiment avoir peur d'une nouvelle tendance qui va venir remplacer l'homme petit à petit? Je pense que c'est la même question qui a été posée à l'avènement de la robotique. Tout le monde pensait que la robotique allait vraiment créer en fait un désastre au niveau embauche. Mais encore une fois, tout à l'heure, j'avais dit, je vois comme une opportunité de performance. Alors, vous allez avoir des personnes qui sont capables d'être plus performants dans leur travail. Je ne veux pas maintenant dans le contexte entreprise, plus performant, à faire un travail plus rapidement que d'habitude, à faire un travail plus propre. Moi, depuis ChatGPT, mes collaborateurs m'envoient des emails. Excellent, je suis content. Du place par ChatGPT. Bien sûr, ça je sais. On a même reçu quelqu'un dans un entretien d'embauche. Et puis, donc, je voyais bien ces slides qui étaient du pur ChatGPT. Par contre, lui, il avait quelques difficultés justement à s'expliquer. À la fin, je dis, écoute, alors, c'est bien ChatGPT? Il me fait, oui, effectivement. Très bien, il était honnête, on l'a pas pris, bien sûr. Mais pas parce qu'il a utilisé l'IA, mais plutôt il n'avait pas le profil. Mais ceci dit, à nous de faire le distinguo, on sait très bien ce qu'on va rechercher. Je pense sincèrement que ça va booster la performance. Et si on n'est pas capable de comprendre ce qu'une IA va nous sortir, on ne peut pas l'exploiter. Donc si on est vraiment, entre guillemets, on a des lacunes, on ne peut pas l'exploiter. Parce qu'il va falloir, encore une fois, passer au monde réel. C'est comme dans les complexes, il faut passer au monde réel. Il faut, à un moment donné, donc traduire tout ça en actions concrètes. Et là, l'IA, il n'y a pas d'IA pour ça. Moi, je reste persuadé, il y aura des problématiques d'éthique, etc., qui vont se poser, comment régler, comme on pourra. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas passer le coche. Effectivement, il y a deux grandes phases, il y a deux grands aspects. L'aspect, on crée de l'IA, ce qui est un peu plus complexe, parce qu'il faut faire des choses plus sophistiquées, mais plutôt savoir bien l'exploiter. Aujourd'hui, comme tout à l'heure le collègue Doron avait dit, il y a plein de modèles qui sont prêts à l'exploiter, appliqués par exemple à des problématiques culturelles, sociétales, etc., pour un historien, pour un sociologue, pour des médecins, etc. C'est extrêmement puissant. Après, produire des formes d'IA, c'est plus du ressort de l'université, etc., des labos de recherche. On va voir si c'est du ressort de l'université avec M. Blade. Il faut dire aussi qu'avoir des logiciels et une technologie pareille, c'est toujours stimulant pour des étudiants, pour des utilisateurs. On ne peut pas arrêter le progrès. Mais est-ce qu'on peut penser justement à d'autres formes locales, peut-être nationales? Un ChatGPT DZ. Pourquoi pas? Qui va protéger notre culture et qui va protéger... Par exemple, j'ai pensé exactement à la même chose à la culture. Par exemple, chercher un nom de restaurant, chercher le nom d'une tenue traditionnelle, chercher... je dirais que ça peut être du ressort de l'université aussi. Les étudiants à l'université, ils ont pas mal de potentiel. Disons parce qu'ils ont été formés dans une formation entre guillemets classique.
ils ont les différentes capacités, ils peuvent s'adapter très facilement, ils utilisent de l'intelligence artificielle, ils peuvent développer un chat GPT disant que c'est chat GPT algérien, si j'ose dire. Puisque moi, j'ai pas peur pour les adultes, c'est plutôt passer par rapport aux enfants. C'est l'utilisation, il peut inculquer différentes cultures. Nous avons notre culture, nous avons nos traditions en tant qu'Algériens. C'est l'utilisation par des enfants, ils peuvent avoir ça peut avoir pas mal de conséquences. Et ça, c'est pas moi qui le dis seulement. Disons, si je veux juste rajouter quelque chose qui sort un petit peu de ça, c'est pour l'intelligence artificielle, ça cadre principalement avec l'économie 4.0. C'est, disons que on sort un petit peu de l'économie classique, de l'industrie classique. Ce n'est pas du taylorisme. Maintenant, les grosses machines, les gros robots qu'il fallait avoir pour réaliser un petit quelque chose, ça n'existe plus. C'est un virage que l'Algérie ne doit pas rater. C'est surtout ça. On est en plein dedans. Donc, si on peut associer l'intelligence artificielle à l'industrie 4.0, qui est une industrie sur commande, tout ce qu'on veut, c'est à la commande. Avec les ordinateurs quantiques. Voilà. C'est juste une petite anecdote. La dernière fois, on était dans une conférence qui parlait d'industrie 4.0. Je leur ai dit, c'est quoi ? C'était pour expliquer un petit peu à nos étudiants. L'un de nos étudiants m'a dit, mais monsieur, nous on le faisait tout le temps. Je lui ai dit, comment ça ? Parce que nous on travaille sur la base de plans, c'est un bon de commande. Le maître d'ouvrage décide du plan et on lui fait sa commande. On le faisait, ça fait déjà une belle lurette. Disons que actuellement j'insiste sur le point que la formation en intelligence artificielle, la création de chat GPT algérien, je dirais pas qu'il va concurrencer le chat GPT qui existe, mais on dirait que c'est toujours stimulant et ça peut donner d'autres idées, pour tout le monde. On fait un dernier tour de table, messieurs, le temps passe vite, avec votre actualité ou vos actualités. On commence avec vous, monsieur Babassi. J'ai rappelé Deltalog, j'ai rappelé Inkidia et je rappelais aussi le club d'excellence opérationnelle d'Algérie. En fait, déjà par rapport à Inkidia, en fait, une plateforme e-learning destinée pour les collèges et les lycées, nous avons déjà utilisé les bases de l'IA à l'époque, en 2017-18. 2020, la plateforme sort, et justement, c'est une autre façon d'exploiter l'IA pour nos enfants, etc. Donc, une façon de personnaliser, par exemple, les difficultés d'un enfant apprenant et de customiser son profil, plutôt son programme d'apprentissage, ça marche aujourd'hui, hein, c'est en cours. Ce n'est pas de l'IA extrêmement sophistiquée, on n'est pas encore dans le deep learning, mais il y a plusieurs formes d'IA qui sont utilisées, suffisantes pour pouvoir donner de très bons résultats. Ce que nous allons aussi reprendre, c'est un cluster un groupement d'excellence opérationnelle on va faire un premier événement, j'espère, Inch'Allah, vers le mois de juin, qui va remettre sur le tapis, encore une fois, la nécessité de maîtriser un savoir-faire opérationnel avant d'aller vers toutes ces tendances un peu technologiques. On n'oublie pas que si la technologie progresse à une courbe exponentielle, l'homme n'a pas cette capacité-là. Donc on doit accompagner l'homme dans sa maturité. Il y a encore beaucoup à faire. Et du coup, nous insistons sur un savoir-faire, le savoir-faire. Ensuite, que ces deux concepts-là reposent sur la maîtrise technologique, digitale. Et ensuite IA, ça nous permettra finalement peut-être de ne pas être en retard et d'être très performant et d'aller pouvoir produire de la valeur ajoutée à l'export. C'est ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit, ne pas se focaliser sur les outils, sur les solutions, focalisons sur les stratégies, sur les démarches, sur les méthodes, sur les projets structurants, sur les challenges, sur les problèmes de fond, la rétention, etc., des ressources. Ça, ce sont des problématiques qui doivent nous unir tous. Nous tous, nous sommes la meilleure IA possible, quoi, en termes de... Comment intégrer l'IA dans nos différentes stratégies ? Vous avez rappelé que nos cerveaux n'ont pas évolué de la même manière que l'intelligence artificielle a évolué, surtout ces 20 dernières années. Monsieur Tofir Blay ? Alors, disons que c'est comme ce qui se passe actuellement à l'université, je vais réitérer un petit peu, c'est l'introduction de la matière intelligence artificielle dans la plupart
des spécialités. C'est une condition pour ouvrir pour déposer une nouvelle offre de formation. Je ne peux pas passer sur un plateau sans parler des clubs scientifiques. Bien sûr. Voilà, une vingtaine de clubs scientifiques. La dernière, il y a 2 jours de cela, il y a un club nommé Selec qui ont fait... Très actif d'ailleurs. Très actif. Ils ont fait la 2e édition de ARC, c'est Algerian Robot Cup, basée sur l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a eu même des participants qui avaient 13 ans. Disons que c'était une réussite, c'est sur le territoire national. Ça a été la demi-finale, la finale elle aura lieu au mois de septembre. Très bien. D'autres clubs, les clubs informatiques, les clubs que ce soit génie civil ou d'autres clubs, ils s'adaptent dans toute activité, ils sont obligés d'être à la page. Donc la programmation et l'intelligence artificielle doivent être de mise, sinon leur projet ne va pas flamber, si j'ose dire. Le côté création de start-up, c'est principalement, on a 2 incubateurs qui sont actifs actuellement à l'USTHB avec une maison d'entrepreneuriat et on parle de 400 projets start-upables qui peuvent voir le jour d'ici le mois de juillet. Très bien, voilà. Super. Et on rappelle l'importance des clubs scientifiques comme un moteur de création et de challenge pour les étudiants. Nizar Jalal Adnani, votre actualité, on a parlé de vos activités, mais surtout de Makers Lab qui commence à proposer des programmes originaux qui sont même exportables à l'étranger. Exactement. Donc nous, on travaille depuis une année sur des programmes spécifiques avec une pédagogie innovante et gamifié, j'ai oublié le terme, donc gamifié, très ludique. Donc on a Startup Culture qui a été justement exporté au mois de Ramadan. Alhamdoulilah, ça a été une réussite. On a pu trouver des partenaires, notamment Bit Positive avec l'excellentissime Lamine Talakela qui regardera peut-être après ce passage-là et avec qui on va réitérer le challenge. On va éventuellement faire Startup Culture à Bruxelles et à Berlin. Donc c'est un produit algérien qui a été fait ici à Oran en mois de mai dernier. Et c'est un hackathon très particulier où on crée de la bienveillance et en même temps une synergie entre toutes les équipes. On est dans une compétition très saine où par exemple, si une équipe aide une autre, elle peut avoir des points supplémentaires qui vont jouer sur la décision finale du jury. On a aussi un événement phare aussi qui commence à bouger, c'est Marounos. C'est un événement dédié à l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Et entre autres, on est toujours avec nos partenaires étrangers algériens, bien sûr d'origine, Lamine Talakela. On est sur la préparation d'une délégation pour aller à Vivatech au mois de juin prochain, puis Jitex. Et Inch'Allah, si tout se passe bien, ça sera le CES Las Vegas 2024. Entre autres aussi, parce que j'ai la casquette du prof, c'est aussi, on est en train de travailler vraiment à fond sur l'arrêté 1275. On a beaucoup d'étudiants, on est en train d'accompagner. Donc on aimerait voir réussir et avoir leur label en fin d'année, Inch'Allah. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Jalal Nizar Adnani. Vous êtes enseignant en marketing à l'Université d'Oran 2 et cofondateur de Makers Lab, un incubateur et un accélérateur de start-up à Oran. Merci à vous deux aussi d'avoir participé à cette émission. Merci, M. Toufir Belaïd. Vous êtes conseiller du recteur de l'USTHB et Saïd Babassi, vous êtes directeur général de Deltalo, cofondateur Inkidia, une plateforme de e-learning et président du club d'excellence opérationnelle d'Algérie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Elle a été réalisée par Hassan Chakour. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à partir de jeudi prochain pour le journal de 19h et lundi prochain pour un autre numéro de l'Heure Écho. Belle soirée.